monde. Très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, notre atelier pour la grande transition, notre sujet, c'est des syndicats à l'image de leurs membres. Alors, on va commencer sans tarder. On a déjà dépassé, je pense, de 5 minutes. On avait dit qu'on commençait à 13 heures. Alors, partout au Québec, nos milieux de travail ont changé. Les femmes ont investi massivement les milieux de travail. Le profil démographique des travailleuses et des travailleurs a énormément évolué durant la dernière décennie parce que les visages de l'immigration ont changé. Maintenant, il y a plus de personnes dans nos milieux de travail qui viennent d'Haïti, de l'Afrique, du Moyen-Orient, de l'Asie et de l'Amérique latine, alors qu'auparavant, les immigrants venaient surtout d'Europe. Les personnes issues de la communauté LGBT+, ont vu leurs droits reconnus et continuent à militer pour l'obtention de l'égalité pleine et entière. Est-ce que nos syndicats reflètent ces changements? Est-ce que nos travailleuses et travailleurs se sentent chez eux dans nos syndicats? Est-ce qu'ils ou elles participent activement à la vie syndicale? Est-ce que la composition de nos instances est à l'image de nos membres? Nous avons demandé à 4 personnes, Chantal Morin, responsable du comité de la condition féminine au Conseil central du Montréal métropolitain, France Delis, vice-président prévention, harcèlement et bien-être au travail du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Nous avons demandé également à Donald Picotte, qui est responsable du comité LGBT+, au Conseil central du Montréal métropolitain, et à Alain Croteau, président du syndicat des travailleuses et des travailleurs du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, de venir, si vous voulez, nous expliquer et d'échanger avec nous pour nous aider à réfléchir sur ces questions et surtout à nous proposer des pistes de solutions. Pour ce faire, j'ai 2 questions à leur poser. Alors, comment ça va fonctionner? Je vais poser les 2 questions. Chaque panéliste, la première question, chaque panéliste a droit à 4 minutes. Je vais vous timer. Puis la deuxième question, 4 minutes également. Puis après ça, on aura un échange avec la salle. Est-ce que ça vous convient comme ça? Alors, j'y vais avec la première question. Comment faire en sorte que nos syndicats reflètent la diversité de leurs membres? Comment rendre nos organisations plus inclusives et par là même plus sensibles aux besoins et aux aspirations des groupes qui, de fait, sont souvent sous-représentés? Alors, je vais vous laisser la parole. Qui veut commencer? On peut laisser Chantal commencer. OK, on donne l'honneur à la femme qui est là. OK, Chantal, est-ce que tu veux commencer? Oui, j'ai aucun problème. Merci, Rama. Pour commencer, nous, à notre syndicat, le CIUS de l'Est de Montréal, on est quand même assez représentatif dans le sens où est-ce que sur 31 délégués dans l'équipe syndicale, il y a 24 femmes, dont 3 racisées. Sauf qu'on a encore beaucoup de travail à faire parce que pour les membres, surtout qu'on a beaucoup de jeunes, il faut aller chercher les jeunes. On a beaucoup de travail à faire dans le sens où est-ce que les gens de d'autres nationalités, ils n'ont pas la notion du syndicalisme nécessairement comme nous, on la connaît. Pour certains d'entre eux, c'est corrompu, c'est pour les hommes. Pour d'autres, on n'est pas assez revendicateur, on n'est pas assez agressif. Fait qu'on doit s'adapter. Il faut absolument aller chercher les gens. Nous, de la façon dont ça a fonctionné, c'est que l'équipe syndicale qui était là avant nous, il se promenait sur les départements, ou pas sur les départements, mais sur les salles de repos. Il venait jaser avec nous, puis tout en discutant d'une rencontre à l'autre, il voyait les gens qui sont un peu revendicateurs, puis revendicatrices, excusez. Puis, il nous invitait à s'impliquer tranquillement dans des comités. Et c'est comme ça que, tranquillement, on a réussi à intégrer autant de femmes et de gens racisés. Mais il faut vraiment aller à l'encontre des gens parce qu'il n'y a personne qui va arriver à votre bureau, cogner, dire « je veux faire du syndicat ». Il faut vraiment aller les chercher puis être à l'écoute de leurs besoins puis de
ce que c'est pour eux le syndicalisme. Merci beaucoup, Chantal. Tu es vraiment dans ton temps. Merci. Bon, Merci. ben, je vais laisser la parole maintenant à France Delis. Bonjour tout le monde. Bonjour panélistes. Merci Rama. Merci à tous les gens qui nous écoutent présentement, et spécialement à tous les travailleurs du Centre-Sud et de Montréal, également à toute l'équipe du syndicat Centre-Sud. Pour moi, c'est un petit peu différent, Chantal. Mon arrivée au syndicat, c'est parce que je crois que les gens, la première chose qu'ils ont besoin de savoir, c'est avoir un bon service. Avoir un bon service, qu'est-ce que ça veut dire? C'est commencer à traiter leur dossier comme il faut, parce que ce sont des cotisants comme tout le monde. Moi, je m'appelle mon histoire personnelle, fait que je voyais trop de dossiers qui étaient mis de côté parce que la personne, que ce soit de la communauté maghrébine ou africaine ou haïtienne, parce qu'ils ne parlaient pas bien français, ils n'ont pas l'accent, le fait que mes collègues québécois blancs, ils ne comprenaient pas vraiment qu'est-ce que la personne disait, qu'est-ce qu'ils faisaient, ils mettaient les dossiers de côté. Je voyais que les dossiers n'investigaient pas davantage. Pourtant, ce sont des cotisants. Fait que c'est ça qui m'a choqué, qui m'a incité à dire que moi-même, j'ai été victime de ça. J'ai dit plus jamais je veux plus voir ce genre de choses-là. Fait que la première chose que je pense qu'on devrait vraiment, c'est juste accepter les gens comme qu'ils sont, peu importe d'où que ces gens-là sortent. Et aussi, juste par contre, quand nous, que ce soit les Noirs ou bien les immigrants ou les Québécois, lorsqu'on est des officiers syndicaux, on ne doit pas faire des distinctions entre les immigrants, entre les Québécois. Moi, je pense que c'est ça qui nous tue. Par exemple, si un Québécois va faire une petite tournée sur un site, la première chose qu'il va faire, il va saluer tous ces Québécois et puis les gens qui sont là, les immigrants, ils ne vont pas les saluer. Commencez par leur dire bonjour, salut. Et on peut faire l'inverse aussi, que nous, les immigrants, quand on va croiser, on va faire une tournée qui a les Québécois, il faut aller vers les gens parce que je ne pense pas que les gens ils sont des personnes méchantes. Moi, je pense que les gens, ils attendent seulement, ils s'attendent seulement ça. Ils attendent seulement que les gens leur parlent et puis arrête de penser que ces gens-là sont une menace. Non, les plus souvent, c'est juste parce qu'il y a des commentaires qui peuvent être désagréables, inappropriés, et ça peut être comme très blessant. Fait que ces gens-là, ils veulent juste être écoutés, mais la façon d'être écouté, ils veulent se sentir respectés comme cotisants, comme travailleurs. Moi, je pense qu'il faut commencer par ça, et puis ensuite, tranquillement, on va pouvoir faire la sensibilisation, parce que lorsque un immigrant voit un immigrant dans un syndicat, qu'est-ce qui se passe? Ça l'intéresse. Il va toujours aller voir l'immigrant qui est au syndicat. Puis c'est normal. Lorsqu'un immigrant vient voir un élu immigrant au syndicat, il ne faut pas que nos collègues soient sentis menacés parce qu'il va vers cette personne-là. Moi, je pense qu'il faut démystifier ce comportement-là parce que je sais qu'il y a beaucoup, mes collègues québécois ou bien amis, parfois ils peuvent se sentir menacés. Il faut que cette barrière-là tombe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, France. Alors, je vais passer maintenant la parole à Donald Picotte. Bonjour, merci Rama de l'invitation. Aujourd'hui, ça me fait super plaisir d'être avec vous. Écoutez, pour moi, j'ai une communauté qui est un peu spéciale. En fait, je représente la communauté LGBT+. En fait, la communauté LGBT+, a besoin de reconnaissance. En fait, la reconnaissance sociale. Les lois, ils sont passées. On a exactement les mêmes droits que tout le monde dans la société. Par contre, en milieu de travail, on ne voit pas la reconnaissance souvent de la communauté et la compréhension de la communauté aussi également, qui est difficile à avoir de la part des dirigeants, de la part des entreprises aussi également. En fait, il y a une étude, la CSN a fait une étude en 2016. C'est une étude maison, par contre, qui n'est pas scientifique, mais qui est une étude maison. L'étude a démontré que les dirigeants des syndicats, en fait, ils ne reconnaissent pas la réalité des LGBT, ne la connaissent pas, cette réalité-là. On a plusieurs besoins. On a des besoins de reconnaissance, puis on a aussi des besoins de services que nos membres donnent à cette communauté-là.
En fait, dans cette étude-là, ça a démontré que 68% des LGBT ne font pas confiance en l'employeur sur leur coming out et 56% de la même communauté ne fait pas plus confiance aux dirigeants des syndicats. Fait que je pense qu'on a un énorme travail à faire pour la reconnaissance des droits des LGBT. En fait, il y a aussi, chez les LGBT, il faut comprendre que l'identité de genre et l'homosexualité, qui est l'identité sexuelle, c'est deux trucs très différents. Bon, oui, certaines personnes vont dire ben, pourquoi on met ça en milieu de travail? Parce qu'on a autant des besoins que les autres, puis on a aussi le besoin de reconnaissance, puis on a aussi besoin de se sentir apprécié puis de se sentir reconnu. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai aussi besoin de parler de quand mes consoeurs parlent de leur week-end avec leur mari, j'ai autant besoin de parler du week-end avec mon conjoint que eux. Puis ça, on a bien de la misère à le faire passer en milieu de travail. Les gens viennent très surpris de la chose. En fait, c'est un peu ça, le besoin de reconnaissance. Moi, en fait, je pense que ça passe par l'inclusion, ça passe aussi par les formations, ça passe par les exemples. French le disait tantôt, plus on se voit dans des publicités, plus on se voit qu'on se reconnaît dans les publications, plus on se reconnaît dans les mobilisations, dans les trucs de formation, mais plus on se sent à l'aise, puis plus on se sent à l'aise d'en parler, puis plus on se sent reconnu aussi également. C'est un peu ça. Je ne sais pas s'il me reste encore du temps, mais je pense que je vais continuer. Je vais céder la place à Alain, puis on va pouvoir continuer le débat après. Je pense que j'ai résumé un peu pas mal ce qu'on avait besoin. Tout à fait. Merci beaucoup, Donald. Tu étais dans ton temps, là, tu n'as pas dépassé du tout. Merci beaucoup. Fait que ça a bien été. Merci. Alors, je vais passer maintenant la parole à Alain Croteau. Alain, à toi la parole. Merci, Rama. Je vais te demander de m'aider. Je ne sais pas si je vais avoir la discipline de Donald et je ne te vois pas, donc fais-moi signe quand j'arrive. Okay. Moi, ce dont je voudrais vous parler ce matin, bon, quand on parle d'inclusion, est-ce que nos syndicats sont représentatifs des membres qu'ils représentent? Le point important que j'aimerais qu'on retienne, c'est qu'évidemment, toute organisation veut que les membres qui la composent se reconnaissent dans l'administration. Donc, il va de soi. Mais il faut réaliser l'avantage que ça nous donnerait si on pouvait atteindre cette équité, parce que moi, je trouve que le manque d'inclusion en ce moment, ou les obstacles qui empêchent les personnes racisées, par exemple, d'accéder au poste syndical et de prendre en charge les choses, ça nous cause un déficit de talent. Évidemment, si moi, je ne crois pas que ce soit un hasard que les personnes ne soient pas impliquées. Je crois que c'est dû à quelque chose. Les syndicats sont à l'image de la société. On sait qu'il y a plein de barrières pour les personnes racisées, pour toutes les minorités d'ailleurs. Puis c'est la même chose pour les femmes. C'était comme si j'essayais de vous dire l'arrivée des femmes sur le marché du travail, ça a été un gain inouï pour l'ensemble de la société. Et à l'époque, on a craint cette sortie-là. Moi, ce que je veux dire, c'est que le jour où il y aura plus de personnes racisées dans nos syndicats, par exemple, nos syndicats seront d'autant plus forts parce qu'en ce moment, on se prive d'un talent qu'on n'a pas les moyens de se priver. Et ce n'est pas juste une question pour nous, syndicalistes, de bons vœux et de vouloir, évidemment, tout le monde est pour la vertu, c'est plus profond. C'est non seulement un geste de justice, mais un geste aussi stratégique pour nous. Il faut absolument rejoindre les gens qui composent nos organisations et si on n'y arrive pas, je ne crois pas que comme organisation de défense des droits des travailleurs, on va y arriver. Donc, nous, dans le secteur de la santé, c'est comme ça qu'on le vit en ce moment. Et je crois qu'il y a une grande prise de conscience là, pour non seulement combattre la discrimination, mais se donner des outils pour faire la lutte. Donc, c'est le point principal que je voulais vous amener, Rama, aujourd'hui. Tu vois, moi, j'avais peur de dépenser puis de parler pendant 12 minutes. Et puis, finalement, je crois que je vais limiter mon premier tour de parole à cette intervention-là.
pense que vous avez tous une chance. Tu sais, on s'est pratiqué, ça nous a donné vraiment le move pour dire que chacun de nous, on va respecter. Je n'ai même pas eu le temps de vous dire arrête ou quoi que ce soit. Donc, vous avez très bien fait ça. Ce qui va nous amener à la deuxième question parce que le constat est fait, tout le monde le voit. Vous avez énuméré ici beaucoup, même vous êtes allé jusque sur les pistes de solutions. C'est ce qu'on va faire dans la deuxième question. D'ailleurs, je vais vous demander comment transformer nos pratiques pour faire en sorte que les personnes issues de la diversité culturelle, sexuelle et de genre soient en mesure de prendre la place qui leur revient au sein de leur syndicat et des instances syndicales à tous les niveaux. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais vous entendre là-dessus. Là, je pourrais peut-être aller, est-ce que vous voulez qu'on continue avec la même logique tantôt, Chantal, tout le monde, ou où on revient avec une autre personne? Non, Chantal. Alors, je te laisse la place, Chantal. Tu es à l'honneur. Merci, Rama. Bien, dans les pistes de solutions, c'est vrai qu'on en a discuté un peu. C'est vraiment d'aller sur le terrain, d'aller voir les gens, d'aller discuter avec eux, mais il faut donner de la formation sur le syndicalisme parce que souvent aussi, les gens, ils voient le syndicat simplement sur des causes personnelles, tandis que le syndicalisme, c'est beaucoup plus large que ça. Puis c'est bien que les gens se reconnaissent. Fred, tu l'as mentionné tantôt, là, il ne faut pas qu'il y ait d'amiosité parce que quelqu'un de racisé va consulter un délégué racisé. Au contraire, nous, c'était un plus. Les gens, parce qu'ils se reconnaissent dans l'équipe syndicale, sont plus portés à venir nous voir. Mais on n'en a pas assez, on en a juste 3. Fait qu'il faut aller travailler encore. Puis on est en pénurie de gens. L'équipe, elle est grande. Là, il nous manque 3 personnes. On est toujours à la recherche de gens. Là, on s'en va en grève. Là, ça nous prend 76 délégués. Il nous en manque 15. Fait qu'il faut aller sur le terrain. Ils ne viendront pas cogner à notre porte. Il faut aller parler avec eux, mais c'est beaucoup de les informer sur le syndicalisme. Merci beaucoup. Merci, Chantal. Alors, je vais laisser la parole à France Delis. Merci beaucoup, Rama. Je pense que Chantal a commencé sur une lancée. Moi, je vais essayer de proposer 4 solutions qui peuvent être concrètes. La première solution je vais proposer, c'est de former un comité ethnoculturel au niveau des syndicats locaux. Ça prend ça. Et quand je parle de former un comité syndical ethnoculturel, ça ne veut pas dire ça avoir une gang d'immigrants. Non, ça prend des Québécois aussi dans l'équipe. Comme ça, il y a des choses que les Québécois vont apprendre et nous aussi, ces gens-là vont apprendre des Québécois. Moi, je pense que c'est la première chose qu'on doit faire. La deuxième chose que je crois qu'il faut aussi, c'est doter des capsules de vidéos que les immigrants peuvent le faire dans leur langue avec des sous-titres en français. C'est très important. Moi, si je parle avec les Haïtiens dans ma langue, à moi, et puis ils vont mieux me comprendre, même si c'est écrit en français, qu'est-ce que j'ai dit. Moi, comme officier syndical, il faut que je sois capable de vendre le syndicat à ma communauté. Le plus souvent, ce n'est pas ça qui se passe, fait qu'on nous l'importe sans nécessairement, ils ne se connaissent pas, les immigrants, dans qu'est-ce qui se passe dans le syndicat. Troisièmement, il faut que lorsqu'il y a des postes vacants, il faut aller chercher les immigrants en les mettant dans les postes vacants. C'est très important. En les mettant dans les postes vacants, ils vont apprendre. Ensuite, ils vont pouvoir aller aux élections. Comme ça, ils vont pouvoir être élus. Ça, c'est la troisième piste de solution. Quatrièmement, il faut faire une campagne de publicité faite par les immigrants. Parce que si tu fais une campagne de publicité pour parler du syndicat, et c'est encore les Caucasiens qui sont en train de nous dire c'est quoi le syndicat, les immigrants ne vont pas se reconnaître. Moi, je pense que nous avons des élus immigrants. Ils peuvent carrément faire partie de cette campagne de publicité parce que le plus souvent, qu'est-ce qu'on voit? C'est toujours encore les autres qui nous disent qu'est-ce qu'on doit faire. On n'a jamais été, qu'est-ce qu'on appelle la pyramide inversée. Allez voir à la base exactement, c'est quoi qu'on peut faire, comment pour les garder, pour les attirer. Mais nous autres, on a dit, ah, je pense que ça va être bon pour les Noirs ou les Espagnols, les Chinois, on les donne ça. Mais c'est pour ça que les gens ne le reçoivent pas. C'est pour ça que les gens ont aussi résistance au syndicat parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Et aussi, quand je te dis encore, comme je t'ai expliqué,
et c'est très important de ne pas avoir peur. Moi, j'avais déjà donné cette explication-là. Quand je me promène comme syndicat, ça fait à peu près 15 ans que je fais du syndicat, et il y a des immigrants qui ont même la difficulté à venir me parler parce qu'ils ont peur que mes collègues blancs pensent que si je parle avec France, France va être seulement le président du syndicat seulement pour les Noirs. Pourtant, lorsqu'un Québécois parle avec un autre Québécois, quand je pose la question aux immigrants, est-ce que vous pensez ça, vous? Ils me disent, mais non, ça ne passe même pas dans notre tête. Vous comprenez? C'est tout ça, il faut défaire. Fait que moi, je pense que j'ai quand même lancé 4 pistes de solutions. Si on commence par ça, on a un bon bout de chemin à faire. Merci beaucoup, Franz. Alors, je donne la parole toujours à Donald Picotte. En fait, des pistes de solutions, il y en a beaucoup qu'on peut faire. C'est des petits gestes. La Fondation Émergence, cette année, a envoyé 1500, 1700 drapeaux LGBT aux toutes les municipalités du Québec. Moi, je vais vous dire, là, quand j'ai vu la municipalité de mon enfance mettre le drapeau devant l'hôtel de ville, ça m'a fait chaud au cœur, puis ça me dit, bien, écoutez, il y a espoir que l'homophobie va être dénoncée, la transphobie va être dénoncée, puis il y a une ouverture de ces gens-là. Je trouve ça énorme. C'est la même chose en milieu de travail. La Fondation Émergence, ils font des petits collants dans ce genre-là, tu sais, alliés. Mais le drapeau arc-en-ciel, là, pour la communauté LGBT, on le voit du moment qu'il est affiché à quelque part, on le voit. Fait qu'afficher ce genre de petits collants-là sur vos portes de bureau syndical, ça dit que c'est libre de discrimination. Et en plus, ça dit à la communauté, regarde, tu peux me faire confiance en venant dans mon bureau, je vais accepter ce que tu vas me dire, puis je vais garder ça surtout confidentiel. Il faut faire attention, il ne faut pas faire de coming out pour les personnes qui vont vous voir. Il ne faut pas aller dire à vos collègues après, ah, savais-tu qu'il était gay ou savais-tu que c'est une personne trans au départ? Parce que souvent, les personnes trans là, vont faire leur transition, ils vont quitter leur emploi, ils vont faire leur transition, puis ils vont reprendre un nouvel emploi dans une nouvelle identité. Fait que les gens ne le sauront pas, ou la majorité des gens ne le sauront pas si elles ne vous dévoilent pas leur identité de genre. C'est le genre de truc qui est fait. La CSN a fait un super vidéo sur le harcèlement avec 2 filles lesbiennes. J'ai trouvé ça génial. Mais c'est déjà un plus de voir ce genre de vidéo-là. Fait que les gens qui sont de la communauté, même si la vidéo était de lesbienne, là, moi, je me suis dit, waouh, ils respectent ma communauté. C'est la même chose que Franck tantôt le disait, quand on met des gens de différentes communautés, bien, ils se sentent respectés, ils se sentent ouverts. Fait que c'est la même chose pour ma communauté, exactement la même chose. Les microagressions en milieu de travail, il faut surtout les dénoncer. Quand on entend 2 gars qui se traitaient de fifs en milieu de travail, c'est souvent des blagues entre les gars, mais pour moi qui entends ça puis qui respecte la personne qui le dit, bien, le respect vient de descendre de 50 % Je le vois plus comme la même chose que je le voyais avant. Tu sais, je le vois plus pareil. Puis quand ce n'est pas dénoncé, bien, c'est la même chose pour le racisme. Quand le racisme n'est pas dénoncé, je suis sûr que les personnes noires qui entendent du racisme, puis quand ce n'est pas dénoncé par des Blancs, bien, le respect est moins là. Après, la confiance, elle est moins là. Bien, c'est la même chose pour notre communauté. Il y a énormément aussi d'éducation à faire auprès de nos membres qui font les services. Moi, je suis en santé. Fait que les personnes trans qui ont besoin de services de santé, bien, les membres qui les accueillent, il faut qu'ils soient ouverts aussi à accueillir ce genre de clientèle-là. Il ne faut pas avoir de discrimination dans une salle d'attente. Je vous donne un exemple. Souvent, la mention de changement de sexe sur les cartes d'assurance maladie, ça n'a pas été fait. Mais le prénom a été changé. Fait que Mme Audrey Tremblay, Monsieur Audrey Tremblay, quand la personne se lève, bien, ça la met en danger à chaque fois dans une salle d'attente. On ne sait pas qui est dans la salle d'attente, puis on ne sait pas qui va l'attendre dans le stationnement après cette personne trans-là. On voit ça dans les... En fait, aussi, quand on demande le conjoint, il ne faut pas faire le saut quand on vous dit que c'est un conjoint ou on vous donne un nom d'un gars. Il ne faut pas faire le saut, il ne faut pas faire... moi, je le vois encore. Là, en 2020, en 2021, je le vois encore. Là, quand je parle de mon conjoint, les gens font une face... Mais pensez-vous que j'ai le goût de leur faire confiance à ces gens-là? Non. C'est tout ce petit truc-là qu'il faut réfléchir ensemble puis il faut revoir. Il faut travailler aussi, moi, en fait, la communauté LGBT, il faut travailler aussi avec des organismes communautaires qui ont une expertise. Il ne faut pas demander à un de vos membres qui vous savez qui est homosexuel d'avoir la même expertise. Moi, j'ai développé cette expertise-là et je l'ai rendue publique, cette expertise-là. Mais ce n'est pas tous les membres non plus LGBT qui ont envie de sortir et d'envie de militer pour la cause LGBT. Par contre, si on leur montre qu'il y a d'autres dossiers, bien, ils vont s'impliquer. Peut-être que là, ils vont aussi vous ouvrir à ça. Je pense que je suis allé dans pas mal de pistes de solutions, là, mais on pourra échanger ensuite par la suite.
Merci beaucoup, Donald. Oui, vous avez quand même énuméré pas mal de pistes de solutions. On aura un échange tantôt avec la salle, puis on pourrait répondre à plusieurs questions. Alors, Alain, c'est à ton tour. Oui, merci, Rama. Ben, c'est drôle quand on écoute Donald, on se rend compte qu'on parle tous de la même chose, puis c'est tout le même besoin. C'est de la façon dont on va arriver à obtenir le plein respect des droits des minorités et des femmes. Et là, à chaque fois que je parle de ce problème-là, évidemment, c'est vaste et il y a la forêt et il y a l'arbre devant lequel on est planté. Et puis, c'est difficile là, de faire le pont entre notre situation, par exemple, dans notre syndicat au Centre-Sud, la très forte proportion de nos membres qui sont racisés et la beaucoup plus faible proportion à l'exécutif. Les solutions, regardez, elles sont connues. Par contre, politiquement, elles demandent du courage. Les programmes d'accès de discrimination positive, qu'on appelle les quotas, qu'on appelle ça comme on voudra, il serait sage dans par exemple, un syndicat où il y avait une très faible proportion de personnes racisées et qu'on n'était pas capable de regarder, ça va peut-être prendre des modifications au statut. Il va peut-être forcer la main à la nature un peu. Et l'espoir dans tout ça, c'est qu'un jour, on atteigne une représentativité de nos membres qui est acceptable et qu'on n'ait plus besoin de ça. Mais il va falloir faire ce discours-là. Il va falloir répondre aux gens qui disent qu'on les engage juste parce qu'ils sont noirs et non parce qu'ils sont bons. Dans le fond, le problème, c'est que même s'ils sont bons, en matière de discrimination systémique, ils ne seront pas engagés et dans le cas d'une représentative au syndicat, ben, ils ne réussiront pas à percer l'appareil, même s'ils sont bons. Donc, de forcer les choses pour atteindre, parce que sans cette parité-là non plus, la volonté, le problème n'est pas perçu de la même façon de la majorité que, évidemment, de la minorité. Alors, c'est très complexe, mais ça ne se fera pas sans des débats houleux. Vous savez, c'est une question, c'est au cœur des divisions en ce moment aux États-Unis, ces questions-là de savoir si on fera des quotas ou si seulement c'est philosophiquement acceptable. Si vous saviez comment j'ai aucun doute et que personne ne devrait avoir de dire qu'il ne veut pas obtenir une situation juste parce qu'elle est quelque chose, moi, là, je pense qu'on va falloir les faire, ces débats-là. Merci beaucoup, Alain. Écoutez, vous avez quand même amené plusieurs pistes de solutions. Ça se voit que vous êtes sur le terrain. Alors, moi, je pense qu'avant que je rajoute quoi que ce soit, on va écouter la salle. On est dans notre temps parce qu'on en a jusqu'à 14h15, je pense. C'est ça. Fait qu'on a fini, panélistes. Alors, on va écouter nos personnes. On est à peu près 38 personne. Je me demandais, dans la discussion ici, j'ai une question, je pourrais prendre la question, puis après, si les gens veulent poser leurs questions, on leur donnera la parole pour qu'ils posent leurs questions. Alors, on va partir directement à notre première question. Vous avez bien expliqué le besoin de reconnaissance de divers groupes traditionnellement ignorés et secondaires et secondarisés, ce qui envoie, selon vous, à des attitudes et des comportements exclusifs. Vous avez moins expliqué comment les différents groupes de travailleuses et de travailleurs peuvent se mettre ensemble et enclencher des luttes pour changer la société. Comment construire la convergence? Qu'est-ce qu'on peut construire? Est-ce qu'on peut construire un sentiment de classe? Je pense que cette question, je ne sais pas, vous pouvez tous la répondre là, mais je vais laisser, c'est qui veut se lancer? OK, il y a, vas-y, Franz. C'est une très belle question, Rama. Le problème, pour qu'on puisse le régler, il faut qu'il nous donne des outils nécessaires. Le problème, le fait qu'on n'a pas les outils nécessaires, même si qu'on voudrait avancer, la communauté, moi je parle pour la communauté racisée, dans le sens que il ne faut pas seulement que ça reste au thème théorie. Il faut mettre des moyens en place. Quand on veut régler une situation, mettre des moyens. Présentement, nous n'avons pas des moyens, qu'ils soient au niveau matériel, financier,
pour régler parce qu'on sait que l'argent, c'est l'air de la guerre, mais qu'il n'y a personne qui sont prêts à mettre l'argent là-dessus. C'est là le problème. Pour qu'on puisse mettre des plans d'intervention en place, ça prend de l'argent. Mais combien de personnes dans vos syndicats, vous êtes prêts à mettre l'argent, par exemple, pour aller chercher la communauté africaine? Si vous savez, il faut faire des tournées barbecue, il faut prendre, je ne sais pas, un groupe de musique africaine qui doit venir jouer, ou sinon des affaires comme ça, pour les attirer à qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut se sentir, et pour faire la lutte après. Aussitôt que tu n'es pas capable de les attirer, tu ne peux pas les demander d'aller après parce qu'on se fait toujours cautionner. D'ailleurs, la preuve est vivante. Tantôt, Alain l'a dit si bien, autrefois, j'étais le seul Haïtien élu dans l'exécutif. Vous comprenez? Maintenant, si on prend la place, par exemple, Rama au niveau conseil central, là au niveau de la F3S, au niveau de CSN, on a un constat clair. Mais quand on a fini de faire le constat, on fait quoi? Il faut mettre des moyens en place. C'est ça que je pourrais dire. Est-ce qu'il y a Merci, France. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose par rapport à cette... Je pourrais rajouter, dans le fond, ce que France dit, moi, de la façon que je le dirais, c'est qu'il faut des grandes ambitions. Encore là, vous savez, ça se joue à géométrie variable. Dans notre syndicat, les membres sont racisés en grande proportion. C'est pas comme, par exemple, un syndicat où il y aurait 10 de minorités qui n'étaient pas représentées. L'influence sur la suite des choses est différente. Ce que je veux dire, c'est, dans le fond, la lutte, il faut comprendre que ce n'est pas pour seulement ou exclusivement pour les groupes. C'est pour le bien de tous. J'en ai parlé un peu, l'avancement des femmes. Vous savez, prenons juste l'équité salariale. La marche à l'époque du pain des roses avait fait beaucoup de pression, puis on se rappelle que, par exemple, la loi sur l'équité salariale avait été édictée à ce moment-là, qui était une loi qui avait une influence inflationniste sur le salaire des femmes. Et il n'y a personne qui est contre ça aujourd'hui. Et les hommes qui travaillaient dans les milieux qui ont été touchés par l'équité salariale ont aussi bénéficié de cette lutte-là. Donc, la lutte, le profit de la lutte n'est pas que pour les personnes. On pense que les personnes en bénéficient, mais comment, par exemple, bénéficier du fait qu'on est discriminé? Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la lutte à toutes les discriminations. Donc, il faut qu'on fasse comprendre à la société qu'on fait ça pour nous tous. Et j'irai même plus loin, c'est une question de paix sociale. Donc, effectivement. Voilà. Merci, Alain. Effectivement, l'inclusion de tous les groupes, ça aiderait tout le monde. C'est gagnant-gagnant quand les gens se sentent bien dans leur milieu de travail, ils produisent plus, puis ils sont plus intégrés à la société. Alors, je vais laisser la parole. Je ne sais pas si... Oui, vas-y. J'aimerais ça rajouter quelque chose. Il faut faire comprendre effectivement, Alain, qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Puis là, présentement, ce qu'on voit avec les gouvernements, c'est de nous diviser. C'est ça que les employeurs ils font. Hein? Ils nous divisent, ils divisent les communautés, ils divisent les minorités. Puis là, pour mieux régner, là, c'est pour mieux faire, en fait, avancer la cause ça ne fait pas avancer la cause des travailleurs. Il faut se mettre tous ensemble, puis inclure tout le monde, puis faire avancer la cause des travailleurs. Puis surtout les minorités, on l'a vu là, pendant la pandémie. La communauté haïtienne là, a été très affectée. C'est des femmes haïtiennes qui travaillent dans des CHSLD, souvent des salaires minables. Puis ça, on ne l'a jamais dénoncé ou à peu près pas. Puis en tant que Blanc, il faut aussi le dénoncer. Pas juste la communauté haïtienne qu'il faut qu'il le dénonce, mais qu'on le dénonce tous ensemble. C'est la même chose dans ma communauté. Là. Quand il y a de l'homophobie et de la transphobie, il faut la dénoncer. Puis le gouvernement, quand on ne dénonce pas, ça fait bien son affaire là, de nous unir. On le voit dans les négociations entre centrales syndicales, on n'est même pas capable de s'unir pour la même cause. On a toutes la même affaire. Ils vont nous donner toute la même affaire à tout le monde. Tu sais. Il ne donnera pas plus à un groupe qu'à un autre. C'est mon point de vue. Là. Merci, Donald. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Sinon, je pourrais quand même... Oui, tu veux? Vas-y. J'ai une question, Rama. Oui, OK. Oui.
OK. Alors moi, je vais quand même rajouter quelque chose par rapport à tout ce que vous avez dit. Là, c'est que pour moi, c'est la base. Il faut aller à la base pour mobiliser notre base. Mais on a des contraintes. Vous en avez évoqué des contraintes tantôt. La loi 10 est venue nous mettre des bâtons dans les roues. Les installations sont nombreuses. On n'a pas effectivement des effectifs actuellement dans toutes les installations pour être délégué syndical qui représente nos membres. On devrait avoir des personnes qui sont à la base, qui sont formées, qui peuvent représenter et amener les questions au niveau des exécutifs. Les exécutifs sont trop loin de leurs membres, ça on le voit et ça c'est un gros problème qu'on a. Et si parmi les personnes racisées qui viennent des pays qui ne sont pas formés. Alors, l'accueil, la formation et avoir un représentant dans toutes nos installations viendrait enrichir, si vous voulez, ce qu'on fait au niveau des exécutifs. Les exécutifs sont trop loin des membres et ça, ce n'est pas de votre faute, je comprends. Il faut mettre les moyens, je suis tout à fait d'accord, puis il faut former les gens, il faut les accueillir, puis aller les rencontrer, leur donner. Par exemple, l'exemple qu'on donne souvent aux personnes, c'est de leur donner l'historique de nos syndicats. C'est quoi nos gains? Qu'est-ce qu'on a apporté à la société? Parce qu'en tant que syndicat, ce n'est pas juste pour nos travailleuses et les travailleurs. Quand je prends l'exemple sur la santé et sécurité au travail, c'est les syndicats qui ont fait que les gouvernements 79 ont promulgué des lois. On parle des CPE, c'est grâce encore aux syndicats. Fait que nous, en fait, les gens sont syndiqués, mais il faut qu'on aille au-delà de tout ça parce que tout ce qu'on fait, on le fait pour toute la société. Alors, la base, jamais que des choses vont commencer en haut pour descendre. Il faut toujours que ça... C'est la base qui doit se mobiliser. Alors, il faudrait qu'on y pense, à ce qu'on mobilise nos bases, qu'on ait vraiment des représentants, leur rôle, que ça soit défini. Mais je vais passer à d'autres questions. Je sais que c'est un sujet qui est passionnant, qui est vraiment super. On va passer à la deuxième question. C'est quelqu'un qui ne veut pas se nommer, c'est un anonyme. OK. Le panel semble très uni dans ses perspectives, le constat et les pistes de solution. Je voudrais savoir pourquoi il y a autant de difficultés à renverser la tendance et avoir des syndicats bien représentatifs qui soient dans le secteur public ou privé. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Encore l'arbre et la forêt, je vais parler de ce qui se passe dans nos syndicats. Puis, tu sais, je ne juge pas mon syndicat différemment des autres. Là, c'est la même chose partout. C'est inconscient. Ça se fait à cause de pratiques héritées. Je ne veux pas donner de cours. On a tous entendu parler des problèmes de discrimination systémique. Bien, les faits et que c'est comme ça que ça se joue. J'ai perdu le fil un peu, là, Rama. Ta question était... Ben, pourquoi? Ben, il voudrait savoir pourquoi il y a autant de difficultés à renverser la tendance et avoir des syndicats. C'est ça. Oui. Regardez, je disais que le problème était un peu intangible. C'est des fils qui sont très durs à voir. J'aime pas ça. Je ne veux pas rentrer dans la culpabilisation, mais on appelle ça le privilège blanc. Pourquoi changer une chose qui ne nous pose pas de problème? C'est sûr que je disais que l'absence des personnes racisées dans les instances syndicales était créateur de faiblesse pour nous. Je comprends que si ils ne sont pas là, ben, les gens qui sont là, qui les remplacent, ben, en sont peut-être pas conscients tout à fait. Et sur la nécessité de corriger la situation, il y a un travail de sensibilisation énorme à faire. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et qu'on discute de la situation. Merci, Alain. Merci. Est-ce que, oui, France, tu voulais rajouter quelque chose? Ben, la première chose, la porte d'entrée, lorsque ton syndicat ne reconnaît pas le racisme systémique, comment tu peux rejoindre ta base? Parce que ces membres-là, ils suivent qu'est-ce qui se passe. Vous comprenez? Le premier acte, si on veut vraiment renverser, il faut que ton syndicat, il reconnaît qu'il y a un racisme systémique, il reconnaît qu'il y a un manque de représentativité dans notre syndicat. Aussitôt que le syndicat, il n'envoie pas un message fort comme ça
à sa base, la base, il ne va pas s'élever. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Le plus souvent aussi, ils ne veulent pas être utilisés. Ils ne veulent pas être utilisés. Par exemple, on s'en va en élection, on va se mettre avec France, il est noir, il va aller chercher la communauté québécoise haïtienne parce qu'ils vont voter pour eux autres. Tu comprends? Le plus souvent, les gens, ils pensent que nous sommes des imbéciles, nous ne sommes pas capables de penser, de réfléchir, de voir, d'observer, d'anticiper. Non, moi, je ne veux pas, excuse-moi le mot là, je ne veux pas être le haine de personne, moi. Moi, je veux une personne qui va défendre tous les travailleurs, toutes les travailleuses. Mais moi, je veux que c'est comme ça que mes collègues doivent me voir et c'est comme ça aussi que la base doit nous voir. Aussitôt que la base voit que l'exécutif, le conseil, le central ne peuvent pas prendre une position claire sur des enjeux importants, oublie ça, là, ils ne vont pas avancer vers nous, là. Il y a des gens, là, ils veulent juste avoir leur paye, c'est tout. Ils disent, regarde, moi, je vais travailler, moi, je suis content d'avoir au moins un emploi, fait que le reste, ça me passe par-dessus sur les épaules. Mais il y a des gens comme moi qui militent pendant des années. Moi, je veux faire partie des agents de changement en sensibilisant mes collègues québécois et les personnes racisées pour qu'on puisse changer la tendance. Est-ce que ça va prendre du temps? Oui, mais comme j'avais toujours dit à Rama, c'est déjà un début. Nous sommes là, nous sommes en train de faire la sensibilisation auprès des autres syndicats qui vont écouter ces panels. Moi, je pense qu'il faut commencer dans les enjeux importants que les syndicats prennent des positions. Claire. Merci beaucoup, France. Excuse-moi, Chantal, c'est à toi. Merci, Ramon. Pourquoi il y a autant de difficultés? Il y a plusieurs points, je pense. Comme moi, je vais parler pour la condition féminine, pour les femmes et les gens racisés. On a beaucoup de jeunes dans le réseau. Ils voient ça comme une montagne, la syndicalisation. Ils pensent que, parce que nous, dans les bureaux, souvent, on se fait dire, je ne serai jamais capable de parler à l'employeur, puis je ne connais pas la convention. Les gens voient ça comme une montagne. Ils voient qu'on fait beaucoup d'heures. Ils ne sont pas nécessairement prédisposés à faire autant d'heures parce qu'après le travail, il y a la garderie, les soupers, et ainsi de suite. Il faut les rassurer, puis il faut les accompagner là-dedans. Puis, ayez pas peur d'aller voir les gens. Moi, je suis une des plus belles exemples. La première grève, là, j'ai dit non, moi, je n'irai pas sur le coin de la rue avec une pancarte. J'étais anti-syndicaliste. Puis aujourd'hui, je prends 2 pancartes, puis c'est pas assez. Puis si je serais plus jeune, je travaillerais à la CSN. J'ai commencé comme vérificatrice pour tous les syndicats. J'étais dans la période de la commission Charbonneau. Je dis, moi, je vais les stouler. J'étais sûre que c'était tout croche. Vous n'avez pas le plus bel exemple que moi quand ils sont venus me chercher pour m'impliquer dans le syndicalisme. Quand on ne connaît pas ça, on ne sait pas dans quoi on s'embarque. Il faut parler avec les gens, il faut les informer. Puis il faut les inclure parce que autant en tout cas, moi, dans mon milieu de travail, même quand les heures de pause et de repos, les gens racisés sont ensemble et les gens blancs sont ensemble. Fait qu'il c'est à nous d'aller les chercher et de les rassembler. C'est de plus en plus difficile avec le nombre de sites qu'on a à couvrir puis le nombre de membres. Moi, je parle en santé, là, on a 89 300 membres, 42 sites. Les CPE, ils ont la même problématique, ils ont plusieurs sites. C'est de plus en plus difficile. Mais la solution, moi, je n'en démarre pas. Il faut aller vers les gens, il faut aller vers les membres, puis il faut les accompagner. Merci beaucoup, Chantal. Tu as d'ailleurs fait allusion aux jeunes. Effectivement, les jeunes aussi doivent souffrir de la même façon que certains groupes parce que souvent, on a des préjugés contre les jeunes et pourtant, ils font toute la différence. Je vous donne un exemple. Pour les vaccins, le gouvernement a mis quelqu'un pour faire la musique, Bilodeau. Il pensait que les jeunes ne vont pas venir. Les jeunes, ils ont été les mieux, c'est eux qui ont été pour se faire vacciner, ils sont conscients, mais souvent, on leur dit toujours qu'ils ne sont pas conscients. Il faut arrêter cette barrière-là. Les jeunes sont conscients, puis je pense qu'il faut les intégrer dans nos instances aussi, autant que les autres groupes. Merci. Oui, je vais laisser la parole à Donald, puis on a 3 autres questions rapidement qu'on va quand même... OK, vas-y, Donald.
Parfait. Écoutez, avec la montée de la droite, là, je pense que c'est une question sociétale. C'est même pas juste une question de syndicaliste, c'est une question de société. Moi, écoutez, depuis que je travaille à l'hôpital Maisonneuve, moi, je travaille à l'hôpital Maisonneuve, là, au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Je travaille avec plein de communautés que je ne connaissais pas avant. Moi, je viens d'un petit village de la Mauricie, des Noirs, là, avant d'arriver à Montréal, j'en avais rarement vu, tu sais. Fait que je me suis ouvert, je suis allé les voir, j'ai posé des questions sur leur communauté. Fait que je pense qu'en s'ouvrant, la même chose, la droite fait qu'on n'est pas capable que la droite fait qu'on essaie encore de nous diviser entre communautés, entre blancs, entre noirs, entre LGBT, entre hétéros. Fait que je pense que c'est même pas juste une question de syndicat, c'est une question de société. Il faut s'ouvrir à la société, il faut s'ouvrir à l'immigration aux gens qui viennent de l'extérieur. Sinon, on ne les connaîtra pas. Puis là, la droite nous dit, ah oui, attention, c'est dangereux. Ouh, tu sais. Mais pourtant, quand tu connais des gens des communautés, ben, il n'y a rien de dangereux là-dedans. Là. Oui. Merci, Donald. Alors, je m'en vais à rafale parce qu'on a quand même plusieurs questions, mais je vais vous laisser le temps de répondre. Alors, les personnes racisées sont aussi nées au Québec et beaucoup en ont assez de s'entendre dire « tu parles vraiment bien le français ». Est-ce qu'il y a des réticences, mon Dieu, est-ce que dans le milieu syndical à nommer le racisme systémique? Le milieu syndical fait-il la différence entre le racisme intentionnel et le racisme systémique? Et si oui ou si non, comment cela se traduit? Rapidement. Oui, vas-y. Je peux y aller là-dessus. Regardez, Oui, le mouvement syndical, c'est très large. Là, pour répondre à la question, c'est des idées qui circulent comme dans le reste de la société. Évidemment, moi, quand j'ai commencé à reprocher, par exemple, des phénomènes de discrimination systémique à mes employeurs, rapidement, on réalise que ça commence dans sa cour. Et la sous-représentativité des personnes, c'est en raison de nos préjugés, ça part de notre tête. Donc, vous savez, quand on dit qu'est-ce qu'on peut faire, c'est de l'ouverture et encore de l'ouverture parce qu'il n'y a absolument aucune raison d'expliquer autre que cela. Vous savez, quand on parle de, par exemple, qu'est-ce qui expliquerait la surreprésentation des femmes noires en hébergement, effectivement, les gens, et puis là, la question, on revient à ça, des immigrants, on pourrait comprendre qu'un immigrant fraîchement débarqué peut avoir un emploi qui n'est pas encore tout à fait à son goût, mais effectivement, ce n'est pas ça qu'on remarque. Les personnes noires ne sont pas toutes des immigrants. Ce n'est qu'une question de pigment de peau et ce n'est rien d'autre. Donc, là, je me suis mélangé un peu entre les syndicats et la question de savoir, on ne peut pas tout expliquer par l'immigration. Moi, on a des membres qui sont ici depuis très longtemps, ce ne sont plus des immigrants. On en a d'autres qui sont les filles, par exemple, de ces dames-là. On en a d'autres qui sont nées ici, qui ont... c'est toute une question de cette inégalité-là qui se perpétue et à laquelle il faut mettre fin. Et la part de travail, une fois que les lois ont été corrigées et qu'en principe, tout est égal, tout ce qui reste à faire, c'est de revoir nos façons de faire, de corriger et de ramener les choses dans l'état naturel des choses parce que si ce n'était pas de ces préjugés-là, la répartition de la richesse serait beaucoup plus égale et elle ne serait pas divisée, clivée par un pigment de peau. Merci, Alain. J'ai vu qu'il y avait Chantal qui voulait répondre rapidement. Oh, non, OK, c'est une vieille main, Chantal. Est-ce que, OK. Moi, je pourrais rajouter quelque chose, en fait. Vas-y. Tantôt, je vous ai parlé de microagression, mais c'est ça qu'il faut dénoncer tout le temps. Tu sais, quelqu'un qui se fait dire qu'il parle bien québécois puis qui est noir, c'est une microagression. Tu sais, une femme trans qui se fait dire « Ah, ta transition est bien réussie. » Tu sais,
Mais ça, là, c'est une microagression pour les personnes probablement qui pensent faire un compliment, mais pour la personne qui le reçoit, là, c'est une microagression. Pour une personne trans, ça se fait dire que c'est réussi, là, c'est super insultant. Ça coûte super cher, en fait. Pour quelqu'un quelqu'un qui a des traits plus masculins, puis qui décide de faire une transition pour devenir une femme, bien, se faire dire que sa transition n'est pas bien réussie, ça coûte excessivement cher. Fait que, oui, effectivement, ça se peut que ça ne soit pas aussi bien réussi, puis qu'il y en a d'autres. Mais c'est des microagressions, il faut toujours dénoncer. C'est la même chose que les personnes noires qui se font dire « Ah, ben tu parles bien québécois pour une personne noire. Écoute, moi, je donnerais une claque aller-retour. » Mais c'est tout ça qu'il faut dénoncer. Puis je pense qu'en le dénonçant, plus les gens vont trouver ça normal, plus les gens vont réaliser que finalement, on fait de la discrimination, tu sais, puis pourquoi m'en faire? C'est même en milieu de travail puis dans la société, là. Pas juste dans le milieu de travail qu'il faut les dénoncer. Si vous entendez ça à l'épicerie, il faut le dénoncer aussi à l'épicerie. Merci. Oui, vas-y. Vraiment, je voulais seulement ajouter, là, c'est vraiment là, pour répondre à la question, c'est l'acceptation de l'autre. Et puis, arrête d'avoir peur de l'inconnu. Parce que la personne, là, quand on parle de microagressions, tu as tellement raison, Donald, là. Mon fils qui est né à Sainte-Justine, on dit retourne dans ton pays. Il dit, mais oui, je vais retourner dans l'hôpital Sainte-Justine, chambre 520. Tu comprends? Ça veut dire que tu vois, c'est la couleur de la peau qui cause problème parce que la personne ne te connaît même pas. Et puis, quand il commence à t'écouter, hein, Franz, tu es une bonne personne, tout ça. Qui dit que moi, je suis pas à l'aise avec mon identité? Il y a des gens qui me disent que ça fait 35 ans que je suis au Québec. Il y en a qui disent, oh, tu as encore un accent. Oui, je veux garder mon identité. Ça me regarde à moi. Ça se peut que je garde mon identité. Je veux que tu m'acceptes comme personne, comme ça, parce que moi, je crois que c'est plus que les gens, ils ont peur, ils ne connaissent pas notre histoire, ils veulent nous changer, ils veulent nous faire leur ressembler. On n'a pas besoin de te ressembler. On veut rester nous-mêmes et respectueux envers toi en te respectant. Mais je crois qu'il y a un grand travail à faire sur les préjugés parce que les gens, ils ont trop peur parce qu'ils ne nous connaissent pas assez. Voilà. Merci beaucoup. Mais là, vous avez, excusez-moi, c'est parce qu'on a quand même 4 questions qui nous restent. J'aimerais, vous aurez la chance peut-être de compléter. Il y a Pierre qui nous dit une belle réflexion, une réflexion intéressante, mais pas vraiment de réponse à la question du comment se mettre ensemble, comment lutter ensemble. Brièvement, allez-y sur comment vous pensez qu'on devrait se mettre ensemble, tout le monde, pour arriver à être un tout. Comment inclure les autres? J'ai essayé de répondre à Rama. Il faut créer le lien de confiance. Okay. Aussitôt qu'il n'y a pas de lien de confiance, on ne peut pas se lutter ensemble. Moi, du côté hétérosexuel, OK, si moi, je vais acheter une maison avec ma femme, il faut que j'ai un lien de confiance, je vais bâtir quelque chose, il faut que ce soit déjà bien établi. Fait que automatiquement, qu'il n'y a pas un lien de confiance, comment que tu veux que je fais des longues routes avec toi? Moi, je pense que cette partie-là est importante, mais pour créer le lien de confiance, c'est arrêter d'avoir la méfiance et il faut comprendre que nous sommes tous des êtres humains. Il existe seulement une seule race humaine. C'est tout. C'est qu'est-ce qu'on doit rentrer dans notre tête. Parce qu'automatiquement, qu'on ne comprend pas ça, on met des barrières, tout ça. Les microagressions, ils le font même pas intentionnellement. Il y a des gens qui vont dire, hey, par exemple, ils vont dire, oh, tu travailles comme un nègre. Il ne sait même pas que moi, Franzelis, quand tu vas me dire ça, ça va m'insulter. C'est comme si tu m'envoies encore dans le champ de coton avec des chaînes dans les pieds pendant que mes ancêtres, ils ont travaillé très fort pour avoir cette indépendance, pour avoir ce drapeau, tu comprends? Puis tu veux me l'envoyer. Mais après ça, tu dis, France, prends-le pas mal. Mais c'est parce qu'ils les ont toujours entendu répéter, ils le répètent. Ce n'est pas méchamment, mais il va falloir changer nos comportements, la façon de faire. Il faut créer le lien de confiance d'abord. D'ailleurs, dans le chat, la personne a répondu en même temps en disant il faut créer le lien de confiance d'abord. Il faut que nos centrales syndicaux prennent des positions publiquement, parfois sur les enjeux de la communauté. Comme ça, on sentira un support. Alors, ça rejoint un petit peu tout ce que vous avez expliqué. Ça veut dire qu'il faut qu'on arrive vraiment à prendre des positions quand on a, par exemple, quelqu'un de LGBT, si on ne dénonce pas, si la centrale syndicale ou les syndicats ne sont pas capables de dénoncer, les gens vont se sentir abandonnés par le groupe parce que le syndicat, c'est un outil collectif. Alors, je vais passer directement à une autre question qui est là pour que
question d'un spectateur qui est anonyme aussi. Merci à vous. Les secteurs très précaires et atypiques et difficilement syndicables dans le privé à cause de cette précarité atypique sont composés d'une grande proportion de femmes et de personnes racisées. Que peuvent faire les syndicats pour les travailleuses et les travailleurs dans ces secteurs privés-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour syndiquer les gens dans ces secteurs privés-là? Allez-y, vas-y. Je veux essayer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, il y a une grande lutte juridique à faire dans l'avancement des droits. La discrimination systémique, parce que quand on parle de ghetto d'emploi, vous savez, c'est vrai ce que la personne qui nous pose la question dit, il y a dans le secteur privé, par exemple, juste l'emballage de la viande, les abattoirs et tout ça. C'est un milieu qui est très difficile. Les salaires sont très pauvres. C'est parfois syndiqué, mais même syndiqué, encore là, on retrouve des grandes majorités de personnes racisées dans ces emplois-là. C'est tout simplement des systèmes de discrimination systémique. Vous savez, c'est rendu, par exemple, dans le milieu de la viande, on ne pourrait pas, l'industrie, le plan d'affaires repose sur le profit qui est donné par l'exploitation de la main-d'œuvre, ni plus ni moins. Parce que, essentiellement, quand on nous répond que si on augmente les salaires de façon à ce que les employés soient plus représentatifs de la société dans laquelle elle fait des affaires, bien, le modèle d'affaires s'effondre et ça ne marchera plus. Donc, c'est très profond. Et ça, je pense que les tribunaux l'ont compris. Il y a déjà des jugements qui traitent de phénomènes de discrimination systémique. Les juges ont compris que si on s'arrêtait à une interprétation primaire de la discrimination, comme on l'a toujours entendu, que le problème ne se réglera pas. Il y a des situations qui causent de la discrimination et qui, pourtant, si on regarde toutes les raisons qui l'attachent, sont parfaitement légales. Il ne faut pas se contenter d'une vision simpliste des choses. Et quand je dis que les tribunaux sont rendus là, ben c'est dans la mesure où les institutions qui sont capables de les utiliser le font. Par exemple, les syndicats pourraient pousser ces questions-là juridiques à un haut niveau, faire avancer. Vous savez, le phénomène des accommodements raisonnables, c'est un peu le même genre de lutte. L'accommodement raisonnable, l'obligation n'est pas inscrite dans la Constitution, mais ce sont les tribunaux qui ont développé ce concept à force d'acharnement des groupes d'intérêt qui ont fait que ce concept-là s'est développé. Et la discrimination systémique, c'est exactement la même chose. C'est une interprétation, une façon, une lunette pour voir les droits de la personne. Et il faut faire ce débat-là. Et moi, je crois qu'on est rendu plus loin qu'on croit. Il s'agit juste d'une prise de conscience. Et il y a, je dirais pas un ciel bleu parce que la discrimination, c'est épouvantable, mais on peut percevoir des possibilités d'avancée majeures si on travaille bien. Merci, Alain. Alors, je vais laisser la parole à Chantal. Chantal, tu as levé la main. Je te laisse la parole. Que peuvent faire les syndicats? Il ne faut pas oublier, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais la centrale de la CSN et du Conseil central, on a 10 fronts de lutte différents où est-ce que les syndicats participent beaucoup, comme le salaire minimum à 15$ de l'heure. Les syndicats participent aux manifs, aux rencontres, la syndicalisation. Il y a beaucoup de points où est-ce que le droit au logement, parce que souvent nos salariés, ils sont tous à bas salaire. Il y a plusieurs causes où est-ce que puis je sais qu'il y a d'autres centrales syndicales aussi qui ont ces luttes-là. On se bat aussi comme pour le projet de loi 59 pour la CCST, mais ce n'est pas juste les employés syndiqués qui vont en bénéficier si on a des gains. C'est les employés qui sont non syndiqués aussi qui vont en profiter. Il ne faut pas oublier ça, là. Les vacances, les journées fériées, c'est grâce aux centrales syndicales si les gens ils l'ont, même s'ils ne sont pas syndiqués. Fait que les syndicats, ils s'impliquent pour ces gens-là aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais juste rajouter que le Conseil central vient de se voter le 27 janvier 2021 un plan d'action contre le racisme systémique. C'est majeur. La CSN aussi, lors de son congrès, a voté une proposition. C'est devenu une résolution pour lutter contre le racisme systémique. Là, on est en train de mettre en place des balises pour inclure, pour mettre tout le monde. Mais je ne vais pas développer tout ça parce que je vais laisser la parole aux panélistes. Puis il me reste 2 questions après. Vas-y. Vas-y, prends la prochaine question, c'est correct.
OK. Non, non, ben, tu peux. Ben, c'est En parce fait, que je je voulais veux juste. je Oui. voulais juste dire qu'il faut travailler aussi avec les organismes communautaires. Je vous l'ai dit tantôt, j'ai fait un truc là-dessus. Moi, là, la communauté LGBT, là, tout le monde pense que l'argent rose coule à flot là, dans la communauté. Oui, là, il y a une certaine partie de la communauté qui sont aisées, mais il y a une partie de la communauté qui c'est de l'itinérance. Puis l'ONU a fait une étude pendant la pandémie. Il y a à peu près la moitié de l'itinérance à Montréal, c'est la communauté LGBT. Fait que, tu sais, c'est comme les gens pensent que oui, l'argent rose coule à flot dans notre communauté. Oui, effectivement, il y a de l'argent. Il y a des gens qui ont de l'argent, il y a des gens qui sont des professionnels. C'est souvent 2 professionnels. Fait que 2 professionnels gars qui ont un salaire, oui, ils sont aisés. Mais dans la communauté, ils ne sont pas tous aisés. Là. Puis la communauté, c'est beaucoup aussi des gens qui travaillent en service, en restauration, tu sais, en fait, dans les hôpitaux. Fait que c'est pas souvent des gros salaires, là. Faut pas penser qu'on est tous riches là, ou que la communauté est tous riche. Fait que je pense qu'il faut s'ouvrir à différentes communautés. Il faut regarder aussi l'ensemble de ça. Il faut aussi travailler avec les organismes communautaires qui font les défenses des droits des non-syndiqués, en fait. Merci, Donald. Alors, je vais passer directement. Il y a quand même un commentaire ici qui rejoint tout ce que vous avez dit et ce que la personne dit, il n'y a pas nommé son nom. Et une des solutions, c'est de revoir le fonctionnement interne qui devrait faire plus de place à la base et à l'organisation. Mais ça veut dire qu'il faut donner plus de pouvoir effectivement à la base et ne pas trop axer sur l'exécutif d'un syndicat. Effectivement, il faut avoir des délégués qui vont rapporter des choses, mais qui sont sur le terrain, que nos membres voient aussi parce qu'on est trop loin. On est trop loin de nos membres, alors ça, c'est vraiment. Une autre question ici, j'ai l'impression et je perçois que le mouvement syndical au Québec perpétue le privilège blanc et le racisme systémique. Le mouvement syndical au Québec est-il prêt à s'investir pour un changement? Je vous laisse rapidement répondre à cette question, sinon on va passer à une autre question, mais je trouve que c'est une bonne question. On vient quand même de dire qu'on vient de se doter de 2 plans d'action contre le racisme systémique. Alors oui, on est prêt. Moi, j'ai vu et ça a mûri, tu sais, les réflexions, les gens sont mûrs, on est rendu là. Il y a 10-15 ans, ce qu'on peut dénoncer aujourd'hui, on ne le faisait pas avant. Donc oui, pour moi, la solution, c'est vraiment des plans d'action, aller vers les gens, puis il faut travailler. On continue à dénoncer le racisme systémique. Mais vraiment, dénoncer sans investissement financièrement, sans nous donner des moyens, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Parce qu'on est bien beau de dénoncer, et puis si on n'investit pas vraiment, on peut le faire sous le bout des lèvres, mais quand il arrive le moment exact, ça doit passer, il faut changer certains statuts de règlement. Il faut démonter de nouvelles choses. Il faut revoir les choses parce que les gens, aussi, il y a de l'opposition carrément qui voit ça comme une menace. Nous ne sommes pas une menace parce que ça se peut qu'il faut changer les statuts de règlement pour mettre les choses pour le rattrapage. Parce que moi, quand Conseil central ou la CSN nous reconnaît le racisme systémique, tout ça, s'ils ne me donnent pas des moyens, pour moi, ça ne vaut rien. Moi qui est au syndicat, la base, ils vont venir me voir, ils vont me dire, Franz, mais je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, il n'y a rien qui se fait, on n'en a pas plus dans nos syndicats locaux, on n'en a pas plus dans les conseils centrales, on n'en a pas plus au niveau de F3S, on n'a pas plus, encore pire, tantôt, j'ai oublié de le dire, Donald, quand tu es noir puis tu es gay, tu es encore doublement discriminé. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un, ça peut aller jusqu'au suicide, ça? Y a-t-il quelqu'un qui a pensé à tout ça, là? Fait que c'est là qu'on est, fait que nos mains sont attachées et malheureusement, si vous le savez, je ne sais pas pour Donald, quand nous sommes une personne racisée au syndicat, c'est comme si on porte tout le poids de la communauté sur notre dos parce que les gens, ils vont tourner vers nous, tout ce ils voudraient dire aux Québécois, tout ça, ils vont avoir des retenues et puis c'est nous autres ils vont tout déverser à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et puis on est bloqué parce qu'on n'a pas les moyens pour. Voilà. Merci beaucoup. Alors, quand tu es femme aussi racisée et quand tu es femme racisée et que tu es homosexuelle et tu es lesbienne, c'est encore triple, même si tu veux, handicap que les gens te mettent dessus. Alors, c'est très difficile. Vas-y, Donald. Moi, en fait, je pense pour répondre à cette question-là, je pense qu'il faut faire des débats.
En fait, il faut vraiment faire les débats, puis il faut avoir des plans d'action, mais il faut les exécuter, nos plans d'action aussi. La communauté, nous, on a fait des gains énormes. Le mariage, c'est à cause des centrales syndicales qu'on l'a eu. Il y avait en fait, des religions qui finançaient énormément pour qu'on n'ait pas le droit au mariage. Quand on n'a jamais demandé de mariage religieux, on a toujours demandé la légalité, en fait, un mariage civil. Les syndicats ont énormément financé, ça, c'est un bon plan d'action, mais il faut aussi avoir le financement qui vient avec. Moi, là, je rêve la journée, en fait, il y a le 17 mai, là, qui est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. On en entend parler juste en mois de mai. Le reste de l'année, on entend rarement parler de ça. Moi, je suis obligé de faire la journée du 17 mai, la journée du 1er décembre, pour pouvoir avoir la tribune. Mais c'est 2 fois dans l'année. Après ça, on ne m'en pose pas trop de questions. Les plans d'action sont pas là ou sont là, mais ils ne sont pas mis en action, ils ne sont pas mis en. Puis, en fait, effectivement, les syndicats sont souvent loin de la base. Il ne faut pas se le cacher. Là. Il faut vraiment. Les syndicats sont souvent, les dirigeants syndicaux sont souvent loin de la base. Il faut aussi aller les voir, il faut aller voir les membres. Là. Merci beaucoup, Donald. Alors, ce que je vais faire, je vais clore parce qu'on arrive à la dernière minute, si vous voulez. Je vais laisser 1 minute ou 2 minutes à chaque panéliste de faire une conclusion. Allez-y. Tu veux que je commence? Oui, vas-y, Alain. Allez, vas-y. OK. Moi, ce que je voudrais dire, je représente pas, bon, à part les membres qu'on représente, là, je représente pas un groupe, je représente un groupe majoritaire, disons. Ce que je voudrais dire, c'est que, bon, malgré, on voit venir la difficulté, on entend le gouvernement Legault dire que, bon, par exemple, la discrimination systémique, le racisme systémique n'existe pas. Les Québécois ne veulent pas en entendre parler. S'il y a une certitude que j'ai, c'est que bien malin qui pourrait dire ce qu'il y a dans la tête de ce qu'on appelle les Québécois, et je suis profondément convaincu qu'ils sont ouverts et qu'on trouvera les arguments pour les convaincre, mais je sais toute la question à savoir si on est raciste, si on est homophobe ou si on ne l'est pas, c'est tout et rien à la fois. La question, c'est je suis sûr qu'on peut le faire. Je suis sûr que M. Legault a tort quand il dit que les Québécois ne veulent pas ça. Et ça sera à nous. Puis pas juste nous, tous les acteurs de la société civile, parce que la discrimination systémique, moi, j'en parle parce que je suis un syndicaliste, j'en parle au travail, mais c'est dans toutes les sphères et tout se rejoint. De l'ouverture, et je crois qu'on est capable. Merci beaucoup, Alain. Alors, je vais laisser France Delis. Vas-y, France. Tout d'abord, merci beaucoup, Rama, pour l'invitation. Merci à Donald, merci à Alain et Chantal Morin. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être à vos côtés pour faire ce débat. La première chose que je voudrais dire, c'est les gens qui sont les personnes racisées, qu'est-ce qu'ils détestent le plus? Je suis extrêmement content ce soir. Aujourd'hui, c'est Rama qui est la modératrice de cette panel. Le plus souvent, les gens, là, qu'est-ce qu'ils me disent? France, il me parle de ma communauté, il m'envoie un Québécois, un Noir. C'est comme si on ne peut pas avoir un Noir qui est assez compétent pour faire ce que tu es en train de faire. Fait que moi, c'est la première chose, il faut arrêter de faire ça. Arrêter d'envoyer toujours quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux pas, si moi je suis hétéro, je n'ai pas de leçon de vie à les donner avec quelqu'un de homosexuel. Pas dans ces contextes-là pour des choses. Il y a des affaires que moi, je pense qu'il faut commencer à regarder. Moi, comme les gens savent très bien, je crois au syndicat, je suis un militant, je sais que vous êtes capable, on est capable. Et pour tous les gens qui me connaissent très bien, je crois qu'il existe une seule communauté. Et moi, je suis un enfant de Martin Luther King qui croit qu'il ne doit pas exister ni des Noirs ni des Blancs. C'est pour ça que je veux qu'on me traite comme tout le monde, comme moi, je traite tout le monde. C'est pour ça que moi, je milite. Je milite pour mes enfants pour plus tard. Je milite que lorsque la police l'arrête, qu'il ne fait pas un mauvais geste, et puis comme ça, il va se faire descendre. Le plus souvent, on oublie tout ça. Je milite aussi pour que mon fils, il n'y a pas de barrière quand il va être directeur d'une banque ou bien président d'un syndicat, il n'y aura pas de barrière aussi. Fait que moi, je pense que c'est ça. Il faut investir dans les campagnes, il faut investir. Si
on n'investit pas, nos projets vont nous ramener nulle part. Fait que merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup, Franz. Merci. Alors, Donald, à toi. Ben, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'être ici aujourd'hui. Et j'espère qu'on va pouvoir avoir une vision ensemble, tous ensemble, puis d'avoir des débats et d'avoir des projets ensemble. Puis, écoutez, moi, je pense que c'est ensemble, tous ensemble solidaires, qu'on va pouvoir faire avancer les choses. Puis, il ne faut pas avoir peur. Puis, tu sais, Franz, tantôt, tu disais qu'il faut envoyer des personnes noires pour vous parler à la communauté noire. Moi, je ne pense pas ça. Moi, je pense qu'il faut envoyer quelqu'un qui a envie d'apprendre, puis qui a envie, même s'il fait des erreurs, qui a envie d'apprendre, puis qui a envie d'être solidaire, puis de ramasser tout le monde ensemble. Il ne faudrait pas non plus faire de la discrimination entre, parce que je suis un homme blanc, on m'exclut parce que je ne suis pas dans la communauté noire, mais moi, je pense que je suis capable aussi de dénoncer du racisme, je suis capable aussi de comprendre, je suis capable aussi d'aller vers de certaines communautés puis leur dire, ben, écoutez, oui, j'ai envie de connaître votre réalité. Je ne la vis pas, mais j'ai envie de la connaître. Fait que comme ça, ben, ça fait des gens beaucoup plus ouverts. Puis je pense que c'est comme ça qu'on va réussir. Puis Oui. c'est comme ça dans la communauté aussi. Moi, je vais vous donner l'exemple de Bertrand Guibard, qui est responsable du comité. Il est hallucinant comme il fait un travail hallucinant sur la communauté LGBT. Et Bertrand, il est hétérosexuel. Fait que, il fait un énorme travail. J'ai eu des conseillers qui se donnent à plein, là, comme Nathalie Clich, ça fait des années qu'elle se donne à plein pour la communauté, puis finalement, elle n'est pas dans la communauté, mais elle est capable d'avoir le dossier. Puis quand elle ne sait pas, ben, elle vient s'informer. C'est comme ça, je pense qu'on peut tous faire avancer la communauté, pas faire avancer toute la société. Merci, c'est ensemble Donald. solidaire. Merci, ça fait plaisir, Donald. Rama, merci. Chantal Morin, le mot de la fin. Oui, bien moi, je ne démarre pas. Il faut aller sur le terrain. Les équipes syndicales sont très occupées. Les gros syndicats sont libérés à temps plein. Les petits syndicats, des fois, ils font ça sur leur temps personnel. Mais ça prend quelqu'un de l'équipe qui va sur le terrain. Il faut aller voir les gens. Moi, ça, je n'en démarre pas. En tout cas, c'était un succès pour nous dans notre équipe syndicale. Puis, on n'a pas atteint encore notre objectif. Fait que peu importe, il faut aller voir les membres, il faut les consulter, puis les rassurer, puis les informer. Merci beaucoup à vous quatre. Merci énormément. Alors, ce que je retiens, c'est la représentativité. Il faut que les personnes racisées, les femmes, les personnes qui viennent des groupes LGBT soient présentes sur tous nos exécutifs, sur nos instances aussi, parce que les personnes qui vivent cette réalité-là devraient être des parties prenantes, devrait être sur des tables où on va prendre des décisions. Alors, je vous remercie infiniment. Nous arrivons juste à 14h16. On a dépassé d'1 minute. Je vous remercie infiniment et merci aux gens qui nous ont suivis à travers ce webinaire. Merci et bon retour. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci tout le monde. Merci. Merci. Merci, c'était très bien. Merci à vous.